Nous allons reprendre notre exploration de qu'est-ce que la réalité et notre exploration de la réalité, celle que nous vivons, la réalité consensuelle, l'actualité en quelque sorte, car il nous faut inclure les choses qui sont en train d'arriver dans nos vies. Il nous faut inclure en réalité toute notre expérience. Il nous faut inclure en réalité toutes les données dont nous disposons qui interpellent notre esprit et titillent notre intelligence. Il nous faut jeter des ponts, tisser des liens entre les choses pour arriver, encore une fois, là où tout converge. Car je le rappelle, quel que soit le point par lequel on commence, quel que soit son centre d'intérêt, on arrive toujours aux mêmes choses, on arrivera toujours aux mêmes observations profondes. La façon dont notre réalité est construite l'exige. Notre histoire pourrait avoir commencé bien plus tard que nous le pensons. Et les traces historiques que nous avons, notamment par l'architecture et les bâtiments, pourraient n'avoir aucun rapport avec ce qu'on nous a dit qu'ils sont. Je vais y revenir. L'histoire est fausse. L'histoire est construite de toutes pièces. C'est une fabrication, qui est toujours en cours d'ailleurs, avec les nouvelles découvertes archéologiques, les mises au jour, les redécouvertes. Pourtant, les artefacts historiques sont nombreux. Il y en a partout, sous forme de bâtiments toujours debout, de ruines, de tableaux, d'objets, d'écrits. Qu'ils soient nombreux, qu'ils soient partout et omniprésents ne signifie pas qu'ils sont authentiques. Qu'ils soient datés ne signifie pas qu'ils sont datés correctement. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que toute datation est relative. S'agit-il du calendrier chrétien? S'agit-il du calendrier juif? Dans ce cas-là, il faut rajouter plus de 2000 ans de plus. S'agit-il du calendrier musulman? Dans ce cas-là, il faudra en retrancher. De quelle datation s'agit-il? Et je reviens sur le fait que pour dater, on utilise des méthodes relatives. Dater par rapport à quelque chose, par rapport à une connaissance que nous avons d'un matériau. Ce ne sont que des suppositions. Tel matériau a été utilisé à telle époque. Donc tel objet utilisant tel matériau date de telle époque. Mais qui a déterminé au départ? Je vous dis ça parce que ma mère était historienne et elle était spécialiste comme toujours autoproclamée, n'est-ce pas, de la datation de manuscrits anciens, de manuscrits antiques. Mais s'il n'y a pas eu d'antiquité, ou en tout cas absolument pas comme nous le pensons, ces documents, de quand datent-ils? Si on se réfère à l'état de conservation du papier, à l'utilisation de produits ayant servi à fabriquer l'encre, mais bien sûr, mais qui a déterminé l'état de conservation du papier à travers les siècles? Comment pourrions-nous savoir? L'état de conservation du papier dépend de tout un tas de choses. Du papier ou du parchemin, nous pouvons en trouver à toutes les époques, disons, et dans tous les états de conservation. Si vous avez des objets appartenant à vos grands-parents qui ont été conservés dans une cave humide, ils seront certainement plus abîmés que des papyrus égyptiens datant de 3 ou 4 000 ans. Mais datent-ils de 3 ou 4 000 ans? Regardez, lors de la destruction des tours jumelles, par l'histoire officielle que l'on sait, il n'y avait pas un débris dont la taille fût supérieure à 1 centimètre dans la zone étendue. Mais dans la zone de l'impact, des déflagrations, il n'y avait pas une poussière dont la taille fût supérieure à quelques millimètres. Il n'y avait plus rien. Ce qui a fait dire aux ingénieurs qu'il s'agissait d'un explosif militaire, la thermite ou thermate. Assez marrant, non? Ces poussières, nous reviendrons sur la taille de ces poussières, se sont répandues avec le souffle. Mais pourtant, on a trouvé un passeport, fort opportunément. Dans les ruines aussi, mais qui ont disparu très vite et fort opportunément du fait de Rudy Giuliani, maire de New York et chef, je ne sais plus, de l'autorité portuaire, il y avait ces morceaux, ces colonnes de métal qui avaient été sectionnées avec un angle de 45 degrés. Elles ont disparu très vite, mais cet angle de 45 degrés, ces
Ces destructions avec des explosifs, avec des armes extrêmement efficaces et extrêmement dirigées. Alors si tous les événements sont ainsi dirigés, avec efficacité, l'histoire aussi est écrite précisément, à la demande quasiment. Mais surtout, si des armes aussi précises, aussi destructrices, ont pu réduire en poudre du béton, de l'acier et tout le reste, alors on peut imaginer qu'utilisées à une grande échelle, elles auraient tout détruit. Vous allez me dire que ces armes ont été inventées récemment, mais cela aussi fait partie du scénario officiel. Essayez de déconstruire votre propre pensée et de raisonner à l'envers, plus exactement à rebours. Les effets des choses sont leurs conséquences, les conséquences des choses sont leurs effets. Non, il n'y a pas d'histoire linéaire dans laquelle, de façon organique et évolutive, les hommes, s'appuyant sur les découvertes précédentes, amènent la découverte suivante par leur esprit et leurs observations. Non. Il est de fait de constater que même pour les choses les plus simples, comme le disait ma logeuse en Suède dans la forêt, ta maison est mieux faite que la mienne. La mienne a 100 ans et la tienne en a 200 ou 300. C'était des constructions de bois cependant, mais avec un soubassement de pierre et des boisseaux de terre. Et au départ, la maison, petite maison que j'habitais, avait même un toit végétalisé. Les toits ne sont pas végétalisés en réalité. La terre et la tourbe qui constitue la couverture sert en fait à retenir et lester les tuiles d'écorce de bouleau. L'écorce de bouleau est tellement saturée de tanin dans son écorce et de goudron que l'eau ne pénètre pas. Mais ces tuiles de goudron s'envoleraient. Enfin, ces tuiles faites en écorce de bouleau qui sont légères s'envoleraient. La toiture végétalisée est un effet secondaire. Et même ça, des savoirs aussi simples que ça ou la cave semi-enterrée suédoise ont été oubliés. Les gens ne savent plus les faire. Et ils utilisent d'autres techniques. Ils utilisent le béton et des caves enterrées tout en plastique, exactement comme les piscines prêtes à enterrer. Il est de fait que nos savoirs involuent. Et que si, il y a 4000 ans, n'est-ce pas, en Chine, les médecins savaient soigner avec une telle précision les aiguilles et l'acupuncture et toutes les autres techniques, ils ne le savent plus maintenant. Ils savent, mais l'efficacité semble fortement amoindrie. Ou alors on nous a raconté des conneries. Ou alors la version qui nous est destinée de ces techniques est toujours une version défectueuse. De toute façon, ces choses n'ont pas 4000 ans ou 5000 ans. Et pour s'en convaincre, il suffit de comparer. Il suffit de faire un tour d'horizon de notre planète, et de voir qu'en fait, tous ces monuments qui nous sont présentés comme du style colonial quand ils sont gréco-romains, mais en Inde ou en Afrique du Sud, ou du style rococo oriental quand ils sont en Amérique du Nord, tous ces styles sont des styles énergétiques et ils cohabitent et ils sont issus de la même période de temps. Je reviens un instant sur ces expositions universelles qui évidemment n'en sont pas. C'est de la construction énergétique et ce n'est pas une construction destinée à être détruite. Ça c'est le mensonge, ces choses n'ont pas été construites pour être détruites, elles ont été construites pour entrer en synergie avec les énergies éthériques et entrer en synergie entre elles. Les forts en étoiles servent ce même propos et les forts en étoiles ont été gommés, leurs formes ont été gommées. Comprenez ce que je vous dis, toutes les villes qui ont un centre historique, qu'elles soient grandes ou petites, toutes les villes qui ont un centre historique, un mur d'enceinte, une cathédrale, des tours, n'importe quoi, sont d'anciennes villes étoiles. On voit très nettement sur la carte du plan de Paris, qui est une ville étoile, s'il en est, avec 13 forts ou 12 forts. Souvent on n'a qu'un fort ou deux, mais peut-être que tout n'est pas resté. Au cours du temps, les plans, alors attention au cours du temps, le temps n'est peut-être pas réel, peut-être ça aussi c'est une construction linéaire, mais les fortifications en pointe, les dessins en pointe, la dentelle avec ses formes géométriques agressives, en flèche,
est effacé et il ne reste plus que les fortifs, le tour des fortifications. On a ça à plusieurs endroits, des séries de plans, dont les plus anciens, les plus beaux dirais-je, en couleur comme ceux de Blau, Johannes Blau. Ceux-là montrent les structures en étoiles. Et les plans plus récents, les gravures, montrent quelque chose de lissé, arrondi. Nous pouvons donc extrapoler. Il nous reste ces témoins du passé, et d'un passé peut-être pas si lointain, avec des constructions de briques, mais pas que sont les forts étoilés ou fortins, enfin les petits châteaux, les vestiges de ces structures-là. Certaines sont debout et suffisamment bien visibles et reconnaissables. Briançon, Belfort, mais Lille et plein d'autres. Strasbourg, ça a été totalement détruit, c'était une ville étoile, très étoilée, comme les citadelles de Lille. Et Lille était encore plus étoilée puisque seule sa citadelle subsiste. Et d'autres, Barcelone ou Strasbourg, ont été totalement rasées, reconstruites. On voit ça dans plein d'endroits. Donc nous comprenons que quelque chose est en cours. Et dans ce schéma involutif, tout ce qui est construit est de plus en plus laid. Mais ce sont tout de même des constructions énergétiques. Regardez nos villages. Voici l'église. Ici Bourbon. Et voici donc la structure énergétique du clocher. Ça, c'est... Bourbon, je sais pas, mais c'est entre le 12e et 19e officiellement. Et puis après, nous avons cette structure énergétique-là. C'est le même qui sert pour 14-18 et 1939-1945. Mais il apparaît à ce moment-là, début 20e. Et ça, c'est la structure énergétique actuelle. C'est de plus en plus laid, de plus en plus minimal au niveau de la beauté. Mais le propos reste le même, ou plus ou moins. Bien sûr, on a une échelle de taille. Il n'y a plus de chambre de cavitation dans le monument aux morts ou dans l'antenne relais. C'est peut-être parce que ce sont d'autres énergies qui sont en jeu. Et dans l'antenne relais, nous avons une technologie des ondes. Dans les chambres de cavitation, nous avons une technologie des ondes. Chambre de cavitation, technologie des ondes, cavitation, vibration, son, destruction. Quand on fait une recherche sur cavitation, on tombe assez facilement et de façon assez récurrente sur ceci. Donc là, il faut lire. Les descriptions industrielles de ce qu'est la cavitation. Ce sont des vibrations parasites. Et ces vibrations parasites répétées produisent une usure ou une détérioration, voire une cassure de certaines pièces. Il faut absolument éviter la cavitation. Un peu comme les coups de bélier dans votre installation de plomberie. S'il y a de l'air dans les tuyaux, si les tuyaux sont sous-dimensionnés, à chaque fois qu'on ouvre les robinets, ça fait un à-coup. On pourrait dire que la cavitation, produit des coups, des chocs, mais beaucoup plus répétés, niveau vibratoire. Encyclopædia Britannica, cavitation, physique. Cavitation, formation de bulles de vapeur à l'intérieur d'un liquide dans des régions de basse pression qui se produit aux endroits où le liquide a été accéléré jusqu'à des hautes vitesses, comme dans les opérations de pompes centrifuges, de turbines à eau et de propulseurs marins. La cavitation est indésirable parce qu'elle produit une érosion extensive des pales de rotation, un bruit additionnel résultant des chocs et vibrations, et une réduction significative de l'efficacité parce qu'elle distord les modèles d'écoulement des flux. Des cavités se forment quand la pression du liquide a été réduite à la pression de la vapeur. Elles se dilatent quand la pression est encore plus réduite avec l'écoulement et disparaît tout d'un coup quand elle atteint des zones de pression élevée. L'expansion et l'effondrement soudain de ces cavités de vapeur causent des pressions extrêmes qui trouent les surfaces de métal exposées au liquide en cavitation. In situ. Ça, c'est un bureau d'études d'experts hydrauliciens. Les phénomènes de cavitation dans les circuits hydrauliques. Dans les circuits hydrauliques, il peut exister des phénomènes destructeurs liés aux conditions d'utilisation des fluides. Ces phénomènes peuvent occasionner des coûts de maintenance élevés. L'un de ces phénomènes qui peut être particulièrement destructeur est le phénomène de cavitation.
Qu'est-ce que la cavitation ? Le phénomène de cavitation correspond au fait qu'un liquide chutant en pression jusqu'à atteindre ce que l'on appelle la pression de vapeur saturante va changer de phase et passer à l'état gazeux. Lorsque les bulles de gaz formées rejoindront une zone à plus forte pression, elles imploseront. L'implosion de ces bulles de cavitation provoque un bruit caractéristique. Note, plus le fluide est à une température élevée, plus cette pression de vapeur saturante est élevée et plus les phénomènes de cavitation sont susceptibles d'être observés. Nous observons donc une corrélation entre cavitation et sonoluminescence. La sonoluminescence provient de la cavitation. Nous avons donc un liquide, de l'air, de l'eau, des conditions de pression différentes, une variation brutale dans la pression et l'apparition de son, mais aussi de lumière. La cavitation est également évidemment liée aux ondes. Par ultrasons, on produit la cavitation. Et la cavitation produit elle-même des sons, des chocs. Donc tout ça se noue ensemble dans un phénomène énergétique à plusieurs facettes, encore une fois. On ne peut pas séparer le son, les ondes, la lumière, les chocs, donc l'implication directe sur la matière. Énergétique à plusieurs facettes, encore une fois. Et nous apprenons ici, par cet article d'un institut israélien, que la cavitation est l'une des nanotechnologies les plus sous-estimées. Il y a toute une famille de technologies. Vous pouvez être familier avec les ultrasons qui sont utilisés pour imager médicalement un bébé dans l'utérus, mais les ultrasons et les autres technologies de la cavitation peuvent être utilisées dans beaucoup d'applications. Les cavitations sont des vides de haute énergie qui sont introduits par un instrument comme une sonde à ultrasons ou un laser et ainsi implosent en créant un jet à haute vitesse à l'intérieur d'un liquide. La cavitation est utilisée dans la culture des plantes, dans l'industrie alimentaire et dans la recherche biomédicale et ne va pas encore jusqu'au cœur des nanotechnologies. La cavitation peut introduire des liaisons, des nouveaux modèles de liaison, je crois, une fois que les vides ont implosé et peut fournir de hautes capacités d'abrasion en dirigeant l'énergie de cavitation. Alors qu'il existe de nombreuses sondes ultrasoniques sur le marché qui peuvent produire des cavitations acoustiques, il n'y a qu'un petit nombre de compagnies qui innovent dans les technologies de la cavitation, spécialement l'industrie des nanotechnologies. Les applications de la cavitation et de sa technologie peut être une niche pour les technologies de l'espace, mais il a été prouvé que les vides de cavitation accélèrent les réactions chimiques, ce qui est un bonus pour ces réactions quand elles prennent place dans les technologies de l'espace. En résumé, il y a de nombreuses technologies parmi les technologies de l'espace qui ne sont pas si bien documentées, comme le graphène, les nanotubes de carbone et fullerène. Ceux-ci sont juste quelques exemples. De nombreuses zones des nanotechnologies méritent plus de crédit qu'elles n'en ont actuellement. Ça, c'était en 2018. Ce que nous retenons de ça, c'est que l'énergie dirigée de la cavitation est abrasive, donc destructrice, et que la cavitation augmente la rapidité des réactions chimiques. Chimiques, y compris dans le vivant, naturellement. Donc dans des corps vivants, donc dans des corps humains également. Qu'est-ce que ça produit ? Une destruction. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Là, c'est Mortal Engines, Engins mortels, un film de 2018. 2018. Le film entre tout de suite dans le vif du sujet avec une séquence spectaculaire qui impose son univers, son esthétique et ses enjeux, et qui voit la ville de Londres devenue une forteresse roulante, dominée par le dôme de la cathédrale Saint-Paul, qui traque un village autrichien, mobile lui aussi, et qu'il finit par avaler dans ses entrailles pour piller ses ressources dans un processus appelé darwinisme municipal. Mais là, tout est dit, hein. Et le village autrichien, il y a un message. En tout cas, la cathédrale Saint-Paul est au centre d'un dispositif énergétique, on le voit avec ce rayon. Le pont de la rivière Kwai. La fréquence des ponts. On ne marche pas au pas sur les ponts. Ça les fait vibrer, ça les met en vibration, comme une corde vibrante. Et voilà qui peut conduire à une réaction en chaîne qui provoque la destruction du pont. La vibration détruit, disloque
Les vibrations du vivant créent le vivant et détruisent aussi, peuvent détruire. On parle souvent du ki-ai ou du cri qui tue, des fréquences capables de briser les verres, bien que ça paraisse être une légende. Pour ceux qui maîtrisent le son, le cri qui tue, sans aller jusqu'à tuer, peut mettre à distance vos adversaires. J'en ai une expérience directe et de première main. La maîtrise du son et de la vibration est un élément clé de la destruction des structures. Elle est également liée à la liquéfaction des sols. On peut provoquer un changement d'état de la matière par le son, c'est-à-dire par la vibration. Mais c'est extrêmement compréhensible si vous comprenez que tout est vibration, y compris la matière. Regardez ceci. À un bout du spectre, nous avons une vibration élevée et nous avons la lumière, le son et d'autres manifestations. Et à l'autre bout, quand la vibration se ralentit, la longueur d'onde se rallonge et les crêtes, la hauteur entre les crêtes diminue, à l'extrême autre bout du spectre, nous avons la matière. Vous comprenez que la matière et le son ne sont donc pas distincts dans ce schéma. Et il suffit, par le son, de mettre en vibration la matière. Et la matière change d'état. Il me semble que c'est clair. Est-ce que vous avez déjà joué avec un fouet ou une corde ou un ruban? Si vous imprimez un mouvement au ruban, un mouvement de gauche à droite, vous aurez une jolie ondulation juste en dessous de votre main. Mais un peu plus loin, le mouvement s'amenuise, il y a une déperdition. Et le bout du ruban ne bouge quasiment pas. On a donc cette image et ce motif. Une grande longueur d'onde, une grande vibration au départ, et à l'arrivée, le mouvement s'est arrêté. Le mouvement qui s'arrête, c'est la matière. La matière qui se met en vibration, c'est la destruction de la matière. De la matière construite, j'allais dire. On peut imaginer qu'avec des armes dirigées, des armes soniques qui font imploser la matière jusqu'à la pulvériser, puis, ou en un même temps, avec cette technologie des ondes, provoquer une liquéfaction des sols, nous obtenons assez facilement, avec cette fluidification, cette fluidisation de la matière pulvérulente, donc en poudre, nous obtenons facilement à l'aide d'eau ou à l'aide de l'eau présente dans la matière, à hauteur, il me semble, de 20% d'eau, mais je suis pas plus très sûre, nous obtenons un fluide non newtonien. Un fluide non newtonien est un fluide qui ne conserve pas, plus exactement, oui, les mêmes propriétés selon les contraintes mécaniques auxquelles il est soumis. Je sais, ça paraît compliqué, mais accrochez-vous. Un fluide non newtonien, comme j'en ai déjà montré, qui se fabrique d'une façon très simple avec un seul ingrédient et de l'eau, vous montrera que lorsque vous n'appliquez pas de contraintes, c'est-à-dire de pression ou de choc, il tend à se liquéfier et à couler. Dès que vous imprimez une pression ou un choc, il se solidifie. Cette pression ou ce choc peut être mécanique dans la matière. Elle peut être aussi, j'imagine, par le son. Voici quelle pourrait être la séquence. La matière est mise en vibration par le son, avec une forme de cavitation, d'amplification du signal, de démultiplication du signal, je ne sais pas. Et la matière se désagrège, comme sous l'effet d'une explosion extrême, en une poudre fine, comme une explosion avec de la thermite ou thermate. Tout ce qui est construit, bâtiment, est désagrégé et pulvérisé au sens strict. Cette poudre, toujours sous l'effet de la contrainte d'une application d'onde qui entre en vibration avec celle-ci, produit un effet type glissement de terrain ou avalanche. Nous avons donc cet effet de ragréage. Regardez, on dirait vraiment un ragréage, n'est-ce pas? Une mise à niveau comme ça. Et là, voilà, et c'est une fois que ça a séché. Nous avons donc cet effet
de ragréage qui est souvent produit par les boues extrêmement homogènes. Et cependant, nous avons aussi un effet de pente. Le ragréage est parfois à niveau, mais parfois nous voyons qu'il y a de la pente. Imaginons qu'un bâtiment gigantesque ait été détruit. Nous avons une poudre d'argile avec de l'eau. L'eau viendrait-elle de l'abîme du haut ou serait-elle purement et simplement synthétisée à partir de l'oxygène et l'hydrogène de l'air en appliquant des armes plasmatiques ou une vibration? On ne sait pas. Mais dans ce scénario-là, l'eau soit déjà présente autour des forts étoilés ou par des canaux ou venant du haut ou synthétisée, chimiquement recombinée, l'eau à hauteur de 20% se mêle aux bâtiments de taille gigantesque qui sont pulvérisés, détruits ou autodétruits par une technologie d'onde. Donc cette masse immense, mettons qu'elle soit de briques principalement, va être constituée dans sa phase de destruction d'une poudre d'argile, argile et eau, le ragréage parfait. Ce fluide non newtonien s'écoule et il se met plus ou moins à niveau. S'il solidifie, s'il prend alors qu'il n'a pas fini de s'écouler, nous aurons un monticule. Et s'il s'écoule totalement, nous aurons un effet de ragréage, ce qui me fait penser à ce qu'on appelait l'injection dans les carrières souterraines. Il y avait un projet urbain, bien sûr laissé aux entreprises de travaux publics, pour remplir les vides de carrières, donc ces galeries immenses et très hautes, enfin pour certaines, sous Paris. Parce que sinon ça s'écroulerait, n'est-ce pas? C'est pas une ville sous la ville, hein, ce sont vraiment des galeries pour ce que j'en ai vu, en dessous de quartiers entiers, comme 13e et 14e arrondissement. Ce n'est pas une ville sous la ville, en tout cas pas à ce niveau-là, c'est peut-être entre 10 et 20 mètres sous terre, et on ne voit pas des caves de bâtiments entiers, hein, c'est pas ça qu'on voit, hein. Ce sont des galeries assez brutes. Et donc remplir ceci se fait à l'aide d'un mélange qu'on appelle l'injection, c'est un béton polymère qui est injecté par des gros tubes, de grosses seringues, et qui se met à niveau, et le niveau monte, mais de très peu, de 5-10 cm, puisque ça s'étale. Et ça, la couleur et la texture m'évoquent immédiatement ce que je vois de ces bâtiments qui émergent d'une chaussée de boue. Bien sûr, ce béton géopolymère qui est présent dans les sous-sols, enfin bien sûr, il me semble, j'ai pas essayé de le casser, mais il me semble qu'il est plutôt plastique, il est polymérisé avec des organismes synthétiques. On peut pas creuser aussi facilement qu'on le voit sur les photos, où nous voyons de pauvres bougres avec leurs petits chariots à chevaux et leurs pelles en train de déblayer quelque chose qui pourrait bien être des vestiges de quantités absolument gigantesques de briques pulvérisées ou d'autres choses pulvérisées. Bien sûr, il faudrait se pencher sur la composition de ces boues et je ne sais pas si ça a été fait et je ne sais pas si elles ont la même composition partout et je ne sais pas non plus s'il ne s'agirait pas d'une substitution nucléophile, le phénomène par lequel la chair ou la chair animale, donc des cellules vivantes d'êtres vivants, végétaux ou animaux, ou allez savoir, peut-être un peu des deux, se transforme en argile, mud fossils. J'ai pas encore bien cerné cette expression, je sais pas si elle a un équivalent autorisé en français, les fossiles de boue, les fossiles d'argile. Donc cette substitution nucléophile, bien sûr dans la littérature officielle, la version qui est prévue pour nous, toutes ces choses, il faut toujours creuser entre les lignes parce qu'elles ne sont pas nettes. Bien sûr, vous n'allez pas trouver dans Wikipédia que la chair animale se transforme en argile par un phénomène. Ce ne sera jamais aussi bien expliqué. Il faut vraiment voir ça et réfléchir et croiser les informations parce que dans certaines conditions, peut se produire cette substitution nucléophile, mais là vous avez besoin d'être chimiste pour comprendre quel est le processus par lequel ça arrive, et ça n'arrive bien sûr que dans des circonstances très particulières. Donc une fois que vous avez réussi à décoder ça, vous vous dites non mais c'est pas possible. Alors non, ça doit pas être ça. Parce qu'on ne nous dit pas les choses. Pourtant, on nous les dit pas comme elles sont, évidemment.
Et il nous faut creuser et creuser. Pourtant, ils ne peuvent pas ne pas le dire. C'est comme pour le pétrole. Le pétrole ne prend pas des millions d'années. Il n'y a pas de millions d'années sur notre planète. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de millions de kilomètres. Il n'y a pas de millions d'années. En tout cas, pas du tout comme on nous l'est dit. Et le pétrole est produit en 24 heures à partir de cadavres animaux. Ça a été fait expérimentalement en laboratoire. Donc si c'est fait en laboratoire, alors peut-être que ces énormes installations offshore ou en Sibérie ou partout où vous et moi ne pouvons pas aller comme en Antarctique, n'importe où, ces énormes structures pourraient bien être des stations de traitement. Et pour achever de nous donner froid dans le dos, puisque c'est fait à partir de matière organique et de matière organique animale, on peut tout imaginer à partir d'animaux, d'êtres humains ou de géants ainsi recyclés. Ou peut-être, allez savoir, cultivés pour être recyclés de la sorte. Comment savoir ? Comment savoir ? Et surtout, comment savoir ce qu'il y a au-delà des murs de notre prison, puisque nous ne sommes pas autorisés à aller au pôle Nord, pas autorisés à aller au pôle Sud, et que manifestement pôle Nord et pôle Sud sont encore des noms de code pour quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Le détroit de Bering lui-même nous donne un indice intéressant sur le fait que notre monde n'est géographiquement pas ce qu'il a l'air d'être, puisque ces deux îles, les deux îles qui se trouvent au centre du détroit de Bering, les îles Diomède, il y en a deux, une petite, une grande, et elles sont distantes juste de quelques dizaines de kilomètres. Il faut regarder sur n'importe quelle carte. Il existe une différence de 3 heures entre le midi solaire ou le lever du soleil sur la petite île Diomède et la grande. Comment est-ce que le soleil met 3 heures pour parcourir quelques dizaines de kilomètres? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun moyen, de rejoindre Anadyr à la pointe de la Sibérie et Anchorage à la pointe de l'Alaska, les deux villes les plus proches l'une de l'autre, des deux côtés du détroit de Bering? Cette ligne, Anadyr-Anchorage, passerait au-dessus des îles Diomède, plus ou moins. Il n'y a aucun moyen de le faire. 96 kilomètres séparent ces deux villes, donc en avion, autant dire rien du tout. Pourtant, il n'y a pas d'avion. Vous me direz qu'il n'y a pas d'aérodrome à Anchorage ou à Anadyr, c'est faux. Il y a beaucoup de liaisons aériennes qui partent d'Anchorage en tout cas, et des autres villes d'Alaska assez proches, et aussi pas mal de liaisons à Anadyr, qui est pourtant une sorte de ville où il n'y a rien, au milieu de nulle part. Mais, que ce soit en avion, en bateau avec un bac, ou même à la nage, vous n'êtes pas autorisé à le faire. La liaison n'existe tout simplement pas. Et les gens qui l'ont fait, les rares qui l'ont fait, et qui étaient médiatisés, ne sont manifestement pas dignes de foi. Ce sont des choses qui sont organisées pour que nous croyions que c'est faisable. Mais les gens qui, sur le guide du routard, écrivent qu'ils voudraient bien prendre le bac pour aller en moto, faire un road trip de l'Alaska à la Sibérie, eh bien n'ont jamais pu le faire. Pourquoi ? Mais pourquoi ? J'ai cherché toutes les façons possibles de prendre un billet d'avion pour Anchorage, Anadyr, ou même les autres, je me souviens plus exactement tous les aérodromes d'Alaska dans la zone, mais il y en a déjà pas mal. C'est impossible. Le voyage dure à peu près 3 jours, parce qu'il faut passer par Seattle, il faut repartir, il faut passer par Vladivostok, et c'est comme si ce qui semble tout près était en fait la plus courte façon de faire ces 96 kilomètres virtuels et de faire un énorme détour. Mais peut-être que ce détour n'est pas un détour, peut-être que ce détour en réalité est une ligne droite et le plus court chemin. Alors donc il nous faut revoir totalement notre géographie, y compris dans le modèle dit de terre plate, avec l'azimut équidistant, qui nous met un détroit de Bering et une distance entre Alaska et Sibérie assez conforme aux autres projections autorisées de terre-boule. Donc le problème n'est pas là. La géographie est fausse. La géographie que l'on met dans nos têtes, que ce soit terre-boule, terre plate ou toute projection, est une projection volontairement fausse. Il se pourrait qu'il y ait des terres dans ces endroits que nous ne pouvons pas traverser. Il y a d'autres liaisons aériennes dans l'hémisphère sud, le dit hémisphère dit sud, qui sont impossibles, qui n'existent pas.
Si vous n'allez pas très loin, vous allez voir que les compagnies aériennes proposent ces liaisons, certaines de ces liaisons. Bon, certaines n'existent tout simplement pas. Mais si vous essayez de prendre un billet, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas aller jusqu'au moment où vous enregistrerez votre carte bleue et que vous aurez votre carte d'embarquement. J'ai essayé, carte bleue à la main, en me disant, allons-y, essayons de voir ce qui va se passer, essayons de voir. Mais c'est impossible. Pourtant, je ne sais plus quelle liaison c'était, j'avais essayé, je dois avoir ça quelque part dans mes archives, mais j'ai essayé tous les jours, à toutes les heures, et il y avait peut-être 10 ou 12 liaisons par jour, pas une seule. Et j'essayais, et aucune ne fonctionnait. Aucun jour, aucun mois. Oui, c'est parce que c'était pris d'assaut. Non, pas du tout. À 3 mois, 6 mois de distance, à 2 jours, à 3 semaines. Le mercredi à 22 heures. Le lundi à 11 heures. Le dimanche à 16 heures. Non, jamais ça ne marchait. Nous ne pouvons pas avoir de certitude sur quoi que ce soit. Mais nous avons des indices constants, dès que nous prenons un peu de temps pour creuser la question, que rien ne colle. Rien. Ni l'histoire, ni la géographie, ni la culture, ni rien, ni la physique, ni la chimie. Si on gratte un peu, si on a les compétences nécessaires, on va très vite voir que quelque chose ne cadre pas, ou bien qu'il y a des anomalies. Les anomalies, vous savez, les miracles, les choses étranges, comment on dit ? Eh bien, en fait, une anomalie, c'est quelque chose qui ne trouve pas sa place dans un système, dans un cadre de pensée. Si le cadre est fermé, alors quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre sera considéré comme une anomalie. En général, c'est balayé. L'anomalie, ou même le miracle, quelque chose qui n'est pas censé se produire, ou la synchronicité, mais nous y reviendrons, se produit lorsque le cadre de pensée est déjà tellement défini que seule une certaine catégorie de choses doit se produire. Celles qui se produisent, qui ne sont pas prévues, sont soit intégrées parce qu'elles peuvent trouver leur place d'une manière ou d'une autre, soit rejetées parce qu'elles ne trouvent pas leur place. Dans un système de pensée ouvert ou un non-système de pensée, il n'y aurait pas d'anomalie. Il n'y aurait pas de coïncidence, il n'y aurait que des faits. Et c'est comme ça que nous devons apprendre à raisonner. Il n'y a que des faits. Avéré ou pas, mais il n'y a pas de fait qui ne cadre pas. Il n'y a pas d'impossibilité préalable. Nous mettons tout au même niveau. La guérison spontanée est considérée comme un miracle, alors que dans les véritables techniques de guérison, elle n'est pas forcément l'effet attendu, mais elle est l'un des effets sur lesquels on peut raisonnablement compter. Si la guérison miraculeuse ne fait pas partie de votre système de pensée, c'est que votre système de pensée n'est pas fonctionnel. C'est que votre système de pensée est falsifié et qu'il est défectueux, qu'il est médiocre. Si dans votre système médical, la guérison autonome, parfaite, immédiate et spontanée n'existe pas, c'est que vous n'avez rien compris au vivant. Notre façon d'examiner les choses à présent doit être aussi ouverte que possible. Nous savons que l'histoire est écrite à rebours, pour justifier le présent. Est-ce que vous avez vu The Truman Show, au moment où un indice éclatant constitue peut-être sa première véritable expérience de réveil? Le personnage pressentait qu'on lui cachait quelque chose. Mais quand un projecteur tombé du ciel s'écrase devant lui, alors quelque chose se met en branle en lui. Un projecteur qui tombe du ciel. Qu'est-ce que c'est que ce projecteur ? Mais qu'est-ce que c'est que ce ciel ? Un projecteur tombant vraiment du ciel aurait dû être totalement désagrégé par le choc. Et sur le projecteur, une image arrêtée. Et oui, il faut souvent faire des images arrêtées parce que les engrammes sont partout. Et ces engrammes agissent à votre insu. Ces engrammes subliminaux sont indétectables pour vous, pour nous, parce que ça va trop vite. Ou bien parce qu'ils se situent dans des infrasons. Mais en tout cas, celui-ci est visuel. Et il y a écrit sur ce projecteur Sirius. Alors, si il croit que le ciel est le ciel, quelque chose ne cadre pas. Mais bien sûr, très vite, alors qu'il monte dans sa voiture, la production reprend le contrôle et envoie par la voie des ondes, par la voie du bulletin radio, une information ad hoc.
c'est-à-dire qui arrive de façon opportune, à la demande. Oui, un avion a perdu une cargaison de projecteurs cinéma. Ben voyons. Donc tout s'explique finalement. Ben oui, c'était simple, tout s'explique. Et tout est comme ça. Donc là, c'est sous la forme d'information. Donc ça arrive très vite, c'est de l'actualité. Mais ça pourrait arriver sous la forme d'histoire. Qui a construit cette île et ce canal et pourquoi et qu'est-ce qui fait que. Voilà. Donc en fait, nos contrôleurs, et il faut bien le comprendre, sont constamment dans la réaction. Dès que nous nous éveillons, il faut qu'ils réagissent. Dès que nous entamons une action de déconstruction de leur organisation sociale, ils agissent, mais jamais directement. Un jour, je m'étais fait la réflexion que si la prédation, les processus de prédation disparaissaient de ce monde, toute beauté en disparaîtrait aussi. Je m'explique. L'image qui m'était venue à ce moment-là, c'était l'image de l'araignée. L'araignée est un prédateur par essence. L'araignée capture ses proies dans sa toile, les emberlificote, les embobine dans un cocon et les digère vivantes. Les araignées ont diverses stratégies pour tisser leur toile et prendre leur proie. Mais si vous avez vu une toile d'araignée dont les brins, les fils ont capturé des gouttes, givrées ou pas, qui elle-même capture la lumière et la décompose par l'effet prismatique de l'eau, vous aurez de ces couleurs de joyaux, de ces couleurs de lumière, rubis, topaze, émeraude, des couleurs changeantes d'aigues marines, des couleurs vibrantes et vivantes, et vous aurez ces fils qui eux-mêmes brillent, et vous aurez de ces constructions en 3 dimensions comme on en voit, de minuscules constructions, mais fractales et tridimensionnelles prises dans des brins d'herbe. Selon les races d'araignées, selon les endroits du monde et selon les moments de l'année, on peut voir des choses tellement extraordinaires, comme ces constructions en filet. Souvent, c'est pas plus grand que le creux de la main. Et puis, quand on passe, la façon dont l'humidité capturée par ces structures prend la lumière, on a un effet irisé, un effet d'arc-en-ciel, un effet aussi d'hologramme. C'est absolument fascinant. Mais si l'araignée, qui est le prédateur par essence, disparaissait, la toile disparaîtrait, et les couleurs de ces structures fractales et les structures elles-mêmes disparaîtraient. Or, ces choses-là nous donnent un aperçu immédiat et cinglant, fulgurant, de ce qu'est la beauté de notre plan de réalité. Ce qui me fait dire que si la prédation se retirait de ce monde, toute beauté s'en retirerait aussi. Nos vies, le roman de notre vie incarnée est tissé dans cette intrication de bien et de mal, de beau et de laid, de contrôle, de prédation et de force de vie. C'est assez complexe. Et c'est pour cela que nous avons la main et que nous avons le pouvoir. Que nous pouvons décider de ce qui se construit et de ce qui s'est détruit dans notre vie, à partir de l'intérieur, à partir du centre, de ce qui se trame et de ce qui se détrame, de ce qui se déconstruit, ce qui se fluidise, comme ils disent à propos des fluides non newtoniens. Nous avons la main dans ce qui est poudre, ce qui est liquide, ce qui est construit, ce qui est relié, ce qui est fragmenté, ce qui est fractal et ce qui est ramifié dans notre structure corporelle, dans notre structure spirituelle, énergétique, profonde. Par l'esprit, nous pouvons revenir au centre, là où se produit le miracle, là où se trouve le bouton déclencheur des synchronicités. Là est notre pouvoir. Et ce pouvoir existe indépendamment de toute circonstance extérieure. Mais pour en revenir à cette énorme déflagration qui se prépare, nous sommes à chaque instant, en solo et en collectif, à l'embranchement de 2 routes. Nous sommes constamment à l'embranchement de 2 routes. Le fait de ne pas choisir nous laisse dans cette posture où possiblement 2 choix se font sans nous. 2 choix simultanés. Notre réalité devient simultanée. Vous comprenez ? C'est un peu de la mécanique quantique. C'est compliqué de se le représenter.
C'est vraiment compliqué pour notre mental. Mais c'est pourtant comme ça que ça se passe. Dès que vous perdez courage, l'un des deux chemins prend le pas. Dès que vous retrouvez la foi et que vous gardez votre vision intérieure, c'est l'autre qui reprend le dessus. Et ça s'intrigue constamment. Vous savez, un petit peu comme ce caducée, ça s'entrecroise constamment, constamment, constamment. Garder le cap est une chose quasiment impossible. Mais écouter cette part de nous qui est centrée est déjà plus évident. Et comment l'écoutons-nous? En écoutant ce qui se passe dans notre corps émotionnel, dans notre corps physique. En écoutant ce qui se passe, en écoutant comment nous nous sentons, en écoutant s'écouler l'énergie à l'intérieur de nous. On sait très bien au bout d'un moment, quand on est entraîné, que quand l'énergie circule, je suis dans le flux, n'est-ce pas? Tout se passe bien, l'univers règle les détails, il y a tout le temps des tas de synchronicités, on me fait des cadeaux, tout se passe bien. Même les choses difficiles, attention, tout se passe bien, ça veut dire tout se passe bien à partir de mon état émotionnel. Peut-être que la maison a brûlé, ou que la voiture est tombée en panne, mais ça ne m'a pas affectée, parce que je suis centrée. Vous voyez, c'est là que ça se passe. C'est là notre vraie marge de manœuvre. Comme on dit le calme dans la tempête, il ne nous viendra de personne d'autre que de l'intérieur de nous-mêmes, de cette part de nous-mêmes qui est au sommet et qui ne craint rien, ni déluge, ni explosion, ni mort, ni vie, ni menace, ni flatterie, qui ne craint pas que quoi que ce soit lui soit retiré, parce que son essence ne peut pas lui être retirée.